Alors, on va commencer. Bonjour, merci à tous pour votre présence. Merci d'être là à cette rencontre organisée par la Fondation Rosa Luxembourg, Bureau Afrique du Nord. Donc, la rencontre algérienne de la Révolution nationale à la Révolution féministe. On a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui deux grandes dames et figures du féminisme algérien. Donc, Madame Wassila Tamzali, qui est essayiste et écrivaine, fondatrice du collectif Maghreb Égalité et ex-directrice de l'UNESCO, auteure entre autres de Une femme en colère, Une éducation algérienne et son dernier livre, La tristesse est un mur entre deux jardins. Et Madame Fatma Oussaddiq, universitaire et sociologue, auteure entre autres de Identité féminine à Alger et Raconte-moi ta ville. Son dernier livre s'intitule Avoir un ami puissant. Ces livres, vous pouvez vous les procurer et vous les faire signer par nos deux invités. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire un état des lieux de la lutte féministe en Algérie et ses perspectives, et même de parler au-delà de l'Algérie ensemble. Pour commencer, je vous adresse toutes les deux la même question. Pour entrer dans le vif du sujet, quelle est la nécessité d'une lutte féministe aujourd'hui en Algérie ? Et pour comprendre aussi le paysage, comment s'organise la lutte féministe? Quels sont les mécanismes de lutte féministe en Algérie? Donc, vous pouvez commencer si vous voulez, Madame Fatma. Ah, merci. en fait, réagir en tant que féministe, c'est réagir à des rapports sociaux dans lesquels les femmes sont prises et qui sont des rapports de domination. Alors cette domination, on peut la lire par exemple dans les statistiques économiques. En Algérie, du fait de la guerre de libération, les Algériennes ont été, comme c'est le cas à l'échelle mondiale d'ailleurs, extrêmement scolarisées et nous nous sommes emparés de cette possibilité de formation par l'école et aujourd'hui les statistiques sont importantes puisqu'on est près de 70% à l'université, toutes disciplines confondues. Il y a donc une forte présence et une forte qualification des femmes. Hélas, cette qualification n'a pas pour effet immédiat, n'a pas pour effet l'emploi. Nous n'avons que 19% de force de travail qui soit une force de travail féminine. Par ailleurs, lorsqu'on regarde les aspects législatifs, on peut noter à la fois grâce au combat des femmes le fait qu'il existe des lois contre le harcèlement sexuel, avec comme limite la non-protection des témoins. Donc l'impossibilité, parce que le mouvement des femmes considère que la loi, c'est le texte et son application. Et en l'occurrence, le texte existe, mais les conditions de son application n'existent pas. Il existe aussi un texte dite loi contre les violences faites aux femmes, et on voit bien que c'est dans la mesure où il y a une loi du pardon, que l'État ne se constitue pas lui-même comme partie civile et que on demande avant le procès aux femmes de pardonner dans les conditions d'emploi que j'ai définies, mais aussi dans des conditions de logement, dans des conditions de précarité économique, on peut comprendre que les femmes accordent leur pardon parce qu'elles n'ont pas où aller, elles n'ont pas de possibilité de vivre et d'avoir leurs enfants avec elles. Donc là aussi, le texte existe, mais il n'est pas applicable. Donc on voit, on peut le prendre à différents niveaux. Les conditions d'un rapport de subordination des femmes dans le contexte algérien sont présentes et les femmes se battent depuis longtemps et elles continuent à se battre pour transformer ce réel. Donc je peux dire que c'est le paysage global, sans compter bien sûr les effets d'une telle situation que sont les féminicides, les violences contre les femmes, parce qu'il faut y ajouter, je disais tout à l'heure, et je souhaiterais attirer l'attention quand même contre une situation
où les femmes sont à 70% universitaires et les hommes à 30%. On peut donc bien comprendre qu'il y a là des effets de frustration, de violence. Un homme qui est défini dans le texte de loi comme Rabb al-Aïla, c'est-à-dire qui a une fonction sacralisée et qui en même temps peut se trouver au chômage, parce que le plus grand nombre de chômeurs, ce sont les diplômés qui sont au chômage. Il existe un taux de chômage important, donc à qui on offre, je pourrais dire presque, y compris par le texte de code de statut personnel, les femmes en pâture. C'est-à-dire, on lui dit, tu es Rabb al-Aïla, même si tu n'as pas les conditions matérielles de réaliser ce statut. Placé dans de telles conditions, je peux dire que au moins les femmes ont toujours lutté, mais que depuis 1947, avec Mamia Chentouf et la création de la première association de femmes algériennes, Mamia Chentouf étant elle-même secrétaire générale adjointe du PPA, c'est-à-dire le Parti du peuple algérien, c'est-à-dire investi dans la lutte nationaliste, je peux dire que les femmes se sont organisées autour de revendications de femmes, qu'on pourra peut-être citer plus tard au cours du débat, depuis 1947. Donc je peux dire que le féminisme algérien, il vient de là, et il a donc à sa naissance ce sentiment d'une nécessaire revendication que les militantes ont rencontré dès la guerre de libération, mais aussi qu'il est articulé à un patriotisme. Et je retiens ici la définition de Romain Gary qui dit « Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine de l'autre ». Voilà. Réponses et réactions, si vous voulez. Donc. Non, il n'y a pas de réaction. Je partage évidemment tout ce que dit. Mais si tu permets, je voudrais d'abord dire bonjour au public que je suis très très contente de retrouver. D'abord, toutes les amies féministes qui sont là. Et aussi des personnes plus jeunes que je ne connais pas et qui m'apportent quand même un peu, qui me confortent dans cette idée qu'on n'a pas été tout à fait inutile, et qu'on continue à être entendu par les jeunes. Et ça, je crois que pour me concernant, c'est vraiment une question que je me pose avec beaucoup de sérieux, parce que parfois, on a vraiment l'impression que tout ce que nous avons fait est inutile, ce qui est faux, d'ailleurs. Donc, je remercie tous les jeunes qui ont fait l'effort de venir ici ce dimanche. Alors, Assia Djebar disait, en Algérie, même les pierres sont féministes. Et je crois que ce qui veut dire que, de toute façon, les raisons d'être féministe en Algérie, elles sont multiples. Elles sont peut-être beaucoup plus accentuées que dans ces pays voisins. Même si, tout à l'heure, on a parlé du collectif Maghreb Égalité, dont je suis une des fondatrices, mais pas la fondatrice. Et c'était une expérience qui nous permet peut-être de mieux communiquer sur la question des femmes en Algérie. Quand nous avons commencé ce collectif, nous avons toutes dit... Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient au moment de la création. Voilà. Nous étions 3, oui. Et nous sommes 4 ici à avoir été au moment de la création. On a tout de suite dit à nos amies tunisiennes, mais vous êtes sûrs de vous embarquer? Parce que vous avez l'égalité. Vous avez l'égalité. Et évidemment, elles nous ont dit, parce qu'elles sont pertinentes, elles nous ont dit, oui, mais on n'a pas la liberté. Et donc, l'égalité et la liberté. Je crois que quand on parle du féminisme, toutes les pierres peuvent être féministes, mais toutes ne peuvent pas penser le féminisme. Et tout à l'heure, je prends tout ce qu'a dit Fatima pour... Je l'aurais dit d'abord, mais ça, c'est l'avantage d'être à deux. Mais quel est l'avantage du féminisme aujourd'hui? L'avantage du féminisme, d'abord, dans la... Allez, on va dire dans la situation actuelle. Et je parle presque des 3 pays, hein, c'est-à-dire que je suis très, très maghrébine. La seule pensée politique qui reste, qui a un sens, qui s'adresse à nos sociétés, qui pose un vrai problème de société, et pas un problème de politique politicarde,
c'est le féminisme. Quand nous avons commencé à l'indépendance, nous pensions être socialistes. Et c'est vrai qu'il y avait un dialogue sur la base du marxisme, du socialisme, etc. C'est une question qui a complètement disparu du paysage, au moins du paysage actuel en Algérie. On ne parle plus, on parle de qui pourrait remplacer qui. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il propose pour remplacer qui. C'est ça le problème. Au fond, on est arrivé, si vous voulez, au Maghreb, et je réponds très vite et je vais m'arrêter, à une telle décadence politique, à une telle dépolitisation, qui conduit même certains de nos hommes politiques, même quand ils sont dans l'opposition, à pratiquer ce qu'on pourrait appeler le nihilisme politique. C'est-à-dire ne confiant pas aux politiques le soin de régler nos problèmes, confiant à d'autres questions le soin de régler nos problèmes. C'est ça le nihilisme politique. Dans cette perspective, la question des femmes, elle est fondamentale. Et la question du féminisme, elle est fondamentale. Mon point de vue, je ne sais pas, je pense que Fatima vous dira si elle partage ce point de vue, si une des raisons de l'échec du Hirak, c'est que le Hirak n'a pas su poser les deux questions essentielles qui s'adressent à la société algérienne aujourd'hui, c'est-à-dire la question des femmes et la question de la laïcité. Et comme dit Jacques Rancière, une population qui marche et qui n'arrive pas à poser les questions du comment il dit, pas consensus, le contraire de consensus, dissensus. Si une communauté qui se dit politique, c'est ce que nous étions quand nous marchions, qui n'arrive pas à poser les questions du dissensus entre elles, n'est pas une communauté politique. Et je pense que la question des femmes, la réponse que je ferai vraiment spécifique à nos pays, que sans doute une Française ne pourrait pas répondre la même chose, ni une Italienne, ni une Espagnole, c'est que vraiment aujourd'hui, la construction de l'avenir politique de nos pays passe par la question des femmes et par la participation des femmes. Ça, c'est une conviction que j'ai, qui me permet de me lever le matin et de continuer à me dire féministe et à penser. Parce que sur ce plan-là, nous avons surtout agi comme des Cassandres. Hein? Nous sommes restés des Cassandres. Nous avons annoncé le pire. Personne ne nous a écoutés et personne ne nous écoute encore. Donc, la seule chose qui me tient un petit peu, c'est de penser que la pensée féministe, c'est une pensée politique et qu'elle est essentielle pour le devenir de mon pays. C'est ça qui me permet de dire que je reste féministe. Voilà. Est-ce que je peux rebondir sur le féminisme dans le Hirak? Parce que précisément, je ne partage pas le point de vue de Wassila. Et c'est intéressant, un débat. C'est intéressant. Voilà. Donc nous avons un dissensus. Nous sommes rentrés dans le Hirak, effectivement, au début, inquiètes. Il y a ici des amis, des jeunes amis qui étaient aussi dans le Hirak et dans le mouvement des femmes en même temps. Au début, nous étions à réfléchir dans notre local et nous avons vu ce mouvement de population le vendredi. Nous y sommes allés. Ensuite, quand nous sommes revenus, nous nous sommes dit, on ne va pas se faire avoir encore une fois. C'est-à-dire aller au secours comme ça, comme force d'appoint, et ne pas défendre notre propre point de vue, ne pas revendiquer une Algérie dans laquelle la situation des femmes serait différente. Et au terme d'un long échange, nous avons convenu de faire ce que nous avons appelé le carré féministe, où nous avons eu le bonheur de recevoir nos amies tunisiennes, qui était une façon de montrer qu'il y avait des féministes algériennes et qu'elles avaient des revendications aussi sur ce que pourrait être l'Algérie à venir. Et donc, je peux dire, et je crois que c'est un sentiment qui est partagé avec d'autres camarades, qu'au terme de ces 2 années où tous les vendredis,
au début, nous avons été menacés de violence. Et puis ensuite, les gens sont venus défendre le carré féministe. Des jeunes hommes sont venus nous aider à hisser nos banderoles. Donc, peu à peu, les gens sont arrivés. Nous sommes rentrés dans un quasi-anonymat de collectifs, d'associations de femmes. Et nous sommes sortis, au terme de ces 2 années, avec l'affirmation qu'il existait des féministes algériennes, que la société en avait pris acte et qu'elles avaient des revendications. Et dans les différents textes que nous avons sortis, dont le dernier a été un manifeste du féminisme signé par Soumeya Salhi et moi-même, nous avons exprimé nos revendications comme féministes et notre définition de ce que pourrait être l'Algérie nouvelle en posant la question de la démocratie, parce que comme Wassila, je considère que la question des femmes est une question politique. Je considère que la question des femmes interpelle le fonctionnement politique des sociétés et qu'en particulier, elle le fait à partir de la définition de ce que c'est que la démocratie. Merci. Justement, dans la continuité, j'aimerais poser la question à partir du Hirak et au-delà, de la part du féminisme dans l'opération ou la lutte démocratique et même dans la conquête de l'espace public. À quel point c'est impactant? Est-ce que, par exemple, on peut dire qu'il y a relâchement des mouvements féministes ou est-ce que la pression vient d'ailleurs? Quelle est la situation? Encore une question à vous deux. Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. L'impact, quoi. L'impact, oui. c'est que à cette occasion, mais avant déjà, nous avons pu observer qu'il y avait des jeunes féministes. Et ça a été énorme. Elles sont arrivées brusquement comme un flot de jeunes femmes. Elles nous ont redonné confiance dans notre combat. Elles ont redonné du sens à notre combat. Elles l'ont nourri de revendications nouvelles. Et en particulier, par exemple, la question du chômage de ces jeunes diplômés s'est posée. Et alors, on s'est heurté à ce moment-là à une autre difficulté dont je voudrais sincèrement débattre avec mes amis, parce qu'on se connaît presque toutes là dans cette salle, avec mes amis de toujours tunisiennes, parce que notre féminisme, il est tellement maghrébin, c'est ce que j'appellerais l'ONGisation des luttes des femmes. C'est un vrai débat auquel nous devons prêter attention. C'est-à-dire qu'un grand nombre de ces femmes étant au chômage, n'était pas possible, n'avait comme perspective de travail que l'accès à des postes dans les ONG. Et les ONG, cela signifiait se conformer à ce qu'on appelle les termes de référence. Et en se conformant aux termes de référence, je dirais une grande partie du caractère militant politique du féminisme disparaissait avec cette ONGisation. Alors, nous, les plus vieilles, qui avions un travail, parce que quand nous sortions de l'université, l'université était un ascenseur social encore, nous avons eu tout de suite un travail. Il nous est difficile de dire à toutes ces jeunes féministes que l'ONGisation peut constituer un danger pour notre mouvement, et pourtant, je pense que la question des termes de référence, quand on étudie la façon dont les questions sont posées et sont traitées, nous éloigne du militantisme parce qu'elle nous éloigne de ce que moi j'ai toujours considéré comme la base d'une réflexion féministe, c'est-à-dire les rapports sociaux de sexe, au bénéfice d'une approche par le genre qui, pour moi, définit davantage les individus. Je suis pourtant l'amie d'une femme qui a écrit un des livres les plus importants sur le genre, c'est Eleni Varikas, une amie grecque, qui est une grande amie, avec qui nous avons toujours des débats très riches à ce propos, parce qu'il y a dans cette question du genre une façon de définir les sujets par les identités sexuelles qui masquent les rapports sociaux de sexe. Voilà, je voulais dire ça. Merci. Et je voudrais dire juste avant de vous passer la parole que
Évidemment, on va passer la parole au public à la fin pour des questions, mais aussi des témoignages et des réactions. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui beaucoup de militantes et militants tunisiens, donc on aimerait aussi avoir l'autre... voilà, donc je vous Alors moi, je vais juste raconter juste une petite anecdote sur le genre. J'étais invitée à Tizi Ouzou, à l'université de Tizi Ouzou, avec un titre qui m'avait beaucoup impressionné, genre et... Alors j'ai dit, tiens, le genre est arrivé, voilà. Et bon, on ne va pas parler du genre, mais il y a un professeur, un jeune professeur, un jeune professeur de Tizi Ouzou qui a pris la parole dans les débats. Et il a vraiment, il a synthétisé mon point de vue sur le genre en disant, le genre, c'est un cache-sexe. Or, là, on sait très bien que la discrimination, elle est quand même, elle est beaucoup basée sur cette question du sexe. Mais en fait, nous avons le même point de vue. Disons que tu es sociologue et je suis avocate, et je travaille avec le droit. Donc on a une vue peut-être un peu différente, une manière un peu différente de nous exprimer. Alors, pour moi, le Hirak, il y a eu 3 miracles. Trois figures sont apparues dans le Hirak, pour moi. Alors, il y en a 2, vous allez les partager avec facilité. La 3e, c'est un peu plus difficile, et je la remets en question aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, d'abord, la première figure qui est sortie du Hirak, c'est la jeunesse. La jeunesse nous a... comment on peut dire, c'était la surprise merveilleuse. Ça a été une bouffée d'oxygène, de l'espoir, de voir. Nous ne faisions plus confiance à la jeunesse, parce que nous avions l'idée de cet enseignement qui avait complètement échoué, etc., etc. Et nous avions cette idée complètement prétentieuse que peut-être que ce que nous pouvions faire, nous, avec nos instruments, de cognitif, qu'on nous avait enseigné dans les universités, n'existait plus. Et ça a été la grande surprise. La grande surprise, c'est cette jeunesse courageuse, qui a organisé d'ailleurs, après le vendredi, tous les mardis, une marche, et qui a vraiment jusqu'au bout résisté, qui s'est fait arrêter d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une jeunesse qui paye cher son engagement. Ça, c'est la première surprise qui a été... le cadeau, c'est le cadeau du Hirak. Ça. Le deuxième cadeau, je laisserai les féministes après, et ça, vous serez peut-être pas... C'est un peu plus compliqué à dire. C'est le cadeau de cette jeunesse qui, au fond, vis-à-vis de l'islamisme, n'avait pas cette position éradicatrice, ce refus systématique que nous avions, cette peur que nous avions dans les années quand l'islamisme, même avant, la peur. On sentait chez elle, on a vu par exemple des figures s'élever comme des figures qui n'étaient pas du tout islamistes, comme, je citerai un nom ici, Adila Bendimred, qui a porté à un moment donné pas mal qui a organisé des réunions, etc. Et qui s'est trouvée, alors la situation, elle est comme ça, c'est qu'à un moment donné, elle était, comme vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais elle tenait ses réunions devant le théâtre d'Alger, et elle les tenait parce que je lui avais refusé les ateliers sauvages. En lui disant, c'est un lieu que j'ai à Alger, et elle m'avait appelé, elle me dit, je veux faire des réunions avec les gens du métier, on veut faire une réunion préparatoire, etc. J'ai dit, Adila, tu dois rester dans la rue, parce qu'on a la rue pour peu de temps, il faut en profiter. Et elle est géniale. Elle a fait ses réunions sur les marches du théâtre d'Alger. Et là, évidemment, ces réunions sont devenues très vite des réunions générales, parce que tout le monde s'arrêtait. Et je vais prendre 1 minute pour vous raconter une histoire qui m'a presque donné envie de pleurer. Donc, tout le monde s'arrêtait. C'est un quartier populaire, les gens passaient, prenaient la parole, etc., etc. C'était un moment magique, il faut dire. Et il y avait une jeune fille qui parlait, et il y a un jeune homme, pas style étudiant, vraiment. Et il coupait la parole à la jeune fille.
Il coupait la parole. Et à la fin, Adila lui a dit, écoute, laisse-la parler. Et après, je te donne la parole. D'accord. Il la laisse parler et lui donne le micro. Et là, il a le micro. Et lui dit, ben parle. Et il se met à pleurer. Et elle le prend dans ses bras. Ah non, mais c'était... Bon, des scènes comme ça, c'est génial. Écoute, si on les met dans un film, ça, on va dire que c'est exagéré. Et elle lui dit, mais parle, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, c'est la première fois qu'on va m'écouter. Et bon, voilà, c'est pour vous dire. En tout cas, la chose qui... Alors, donc, elle s'est retrouvée à organiser une réunion dans un local fermé. Et évidemment, elle a dit, il faut appeler les syndicats. Et les syndicats, c'était des islamistes, pour la plupart. Évidemment, certaines féministes ont refusé d'aller, mais eux n'ont pas compris, cette génération n'a pas compris. Mais il faut leur parler. Ça a été la deuxième figure inattendue du Hirak. La troisième figure, c'est la figure du féminisme. Et là, tout ce que tu as dit, évidemment, rentre dans ça. J'ai dit qu'on avait créé le collectif Maghreb Égalité, et donc, qui était assez représentatif du féminisme maghrébin. Et je ne sais pas, vous serez peut-être contre mon avis, mais on peut ouvrir un débat là-dessus. Nous avons quand même basé toute notre action à convaincre les politiques de changer les choses. Donc nous étions engagés quand même dans un discours de plaidoirie avec le pouvoir. Et évidemment, ça conditionne un discours. Parce que quand vous vous mettez dans le discours de la plaidoirie, vous êtes obligé d'utiliser le langage de la personne que vous voulez convaincre. D'accord. Résultat, je pense que nous étions... notre mouvement, même si nous ne l'avons pas porté comme ça, parce que je pense que j'étais féministe, je pense que les personnes qui étaient là étaient féministes, au sens peut-être de Simone de Beauvoir, quand elle dit que le féminisme, c'est une idéologie de la libération, hein, et nous étions dans l'idéologie de la libération, pas de la réforme, pas de changer la loi seulement. On voulait changer, Hannah Arendt dit, entre deux vérités, il faut en créer une troisième. Nous voulions créer une troisième voie, d'accord. Et en ce sens, nous étions vraiment des féministes qui voulaient porter un monde nouveau. Voilà, on voulait vraiment porter un monde nouveau. Pas seulement réformer le monde dans lequel nous étions. Mais apparemment, nous étions là-dedans quand même. Or, les féministes que j'ai rencontrées, et là, ça a été un bonheur absolu, parce que j'ai rencontré des féministes radicales. Les féministes radicales, nous avons essayé de convaincre que nous étions des femmes formidables, que nous étions utiles à la société, que nous étions des nationalistes, que nous étions battus, on était des femmes formidables et on demandait l'égalité. Celles-là, moi, celles que j'ai vues, elles sont libres, point à la ligne. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Et cette forme de radicalité, je dois le dire, dans l'action, nous a quand même un peu manqué. Un peu manqué. Parce que nous étions... Et là, je vais rejoindre Fatima, je ne sais pas si tu penses à ça, Fatma, mais quand tu dis les associations, il faut dire que c'est les Nations Unies qui nous avaient aussi mis dans ce chemin. Parce que la plaidoirie des Nations Unies, nous ne trouvions de l'argent que pour faire ça. Donc, notre féminisme a été marqué par le système international. Et nous étions ligotés. Si bien que quand j'étais à l'UNESCO en charge du programme sur les droits des femmes, j'ai organisé en parallèle à ce travail que tout le monde attendait, des réunions sur l'art. Parce que je me disais, à travers l'art, la peinture, la littérature, le roman, on va pouvoir dire des choses. Et c'est comme ça que, pendant 7 et 8 ans, j'ai organisé à Fès, avec Khadija Tenana, qui a d'ailleurs laissé tomber l'université et qui est devenue une artiste à part entière, et une grande artiste, nous avons organisé des rencontres sur les femmes et l'art. Et à travers, à l'époque, aujourd'hui, on parle du corps très facilement, même dans nos pays. Mais à l'époque, on ne parlait pas du corps. Et les seules qui parlaient du corps, c'est celles qui faisaient dessiner les corps. C'est celles qui faisaient des peintures sur les corps. Et c'est là, si vous voulez, où on pouvait apporter
je pense, par la culture, moi, en tout cas, dans mon travail de fonctionnaire international, j'ai essayé d'apporter ce complément que nous n'arrivions pas à trouver dans le lieu même de notre réflexion, de notre travail, pour lesquels, moi, j'avais une mission, et sur lesquels on arrivait à trouver, par exemple, à Pékin, c'est clair, on a organisé le Parlement des femmes sous les lois islamiques. Donc, et en même temps, si vous voulez, dans la région, dans les pays que l'on dit arabes et musulmans, la question quand même fondamentale, c'est la loi. Le Coran, c'est une loi. Et donc, on était quand même marqué par tout ça. Et cette jeunesse que j'ai trouvée, d'abord, sur le plan personnel, elle était beaucoup plus libre, alors que nous n'osions pas être libres. Hein, on était quand même, on était prises dans des réseaux assez traditionnels de famille. Nous continuons à vivre d'une certaine manière comme nous vivions avant, nos mères, une petite amélioration, mais on n'a pas renversé la table et on n'est pas sorti des maisons et on n'a pas teint nos cheveux en roux comme dans d'autres pays, etc. Donc, si vous voulez, c'est là où je suis. Pour moi, le hirak a été très important, c'est cette troisième figure, et je pense que cette figure, elle est irréversible, qu'il y a une colère chez les jeunes et qu'elles ne veulent plus prouver qu'elles sont égales. Elles sont égales et elles veulent l'imposer. Et ça, c'est ce que je dirais de l'impact. Voilà. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Juste rebondir, et je remercie Wassila d'avoir parlé du Maghreb Égalité, de la place de l'art qui est de plus importante à Alger comme forme d'expression. Mais je ne voudrais pas que le mouvement et que le féminisme algérien ne soit vu que sous le prisme du hirak. Le hirak est un épisode dans notre longue histoire. Et nous avons surfé, je dirais presque, sur la vague pour apparaître comme mouvement des femmes avec des revendications particulières. Mais nous ne sommes pas définis par le hirak. Nous sommes sur la longue durée, et une de nos banderoles durant cette période, c'était « Nous sommes l'histoire ». Parce que nous considérons que nous contribuons à redéfinir un futur de l'Algérie. Voilà. Nous sommes la force du passé. Comme dit Jean-Louis Godard. L'avenir. Nous sommes l'histoire à venir, d'ailleurs. Oui. Le slogan, c'est « Nous sommes l'histoire à venir ». Parce qu'il ne faudrait pas... Le hirak, c'est un moment. Il y a eu d'autres moments de lutte, la mobilisation contre le code de statut personnel. La nécessité était celle de faire entendre une voix singulière, une voix de femme avec des revendications particulières. Et nous l'avons fait. Merci. Vous êtes en train de précéder mes questions, mais c'est très bien. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. C'était ma prochaine question. Ah bon, alors allez-y. Non, mais justement... Parce qu'il y a un public tellement intéressant qu'on va passer. C'est sûr. Justement, ma question était sur le féminisme à travers l'art et le paysage féministe artistique en Algérie. Une idée sur ça, et là aussi... D'abord, il faut savoir que Fatma a enseigné à l'école des Beaux-Arts. Elle me l'a dit. Et moi, j'ai ouvert un centre d'art. Donc, on apporte ici la preuve qu'on a compris toutes les deux que c'était par là aussi que ça passait. Voilà. Et moi, j'y suis allée parce qu'on m'avait demandé d'accompagner un ballet de danse. Le ballet Nia de danse hip-hop. Et quand j'ai observé, alors en tant que sociologue, d'ailleurs l'analyse est sur Internet, je devais accompagner et voir les effets, le fonctionnement, les difficultés de la mise sur pied d'un ballet de danse hip-hop à Alger. Et d'abord, il y a eu les castings. On a vu arriver des jeunes des coins les plus reculés d'Algérie qui connaissaient le hip-hop, qui dansaient magnifiquement. Et quand je leur demandais « Mais où tu as appris ?» Sur la plage, j'ai vu un homme danser. À la télévision, j'ai vu une image. Il y avait donc une nécessité du corps à se dire. Ensuite, quand le ballet a commencé, ça a été une suite de blessures. Ils se blessaient, à chaque fois, c'était très difficile. Et il y en avait un qui venait d'un bidonville parce qu'ils venaient tous de conditions
extrêmement dures, enfants de prostituées, venant d'un bidonville, vraiment c'était ces jeunes-là qui voulaient faire parler leur corps. Et quand l'un d'entre eux était d'une famille, mais islamiste, je ne peux pas vous dire quoi, avec le djellab, tout. Et il s'est mis à danser. Et quand, au terme de 2 ans, le ballet Nia a été produit à Alger, à l'Opéra, au TNA, donc dont parlait Wassila, il y a eu une scène extraordinaire où ils étaient torse nus, où l'eau coulait, et il y avait quelque chose de très très fort. Et il y avait les sœurs et la mère en djellab à la première rangée. Et donc, je m'étais rendu compte du caractère extrêmement subversif de la danse, d'abord, et j'ai essayé, il y avait une femme que vous avez certainement connue, debout, qui était ministre de la Culture, j'ai essayé par tous les moyens d'obtenir ne serait-ce qu'une salle pour cette troupe, qui vous souhaitez continuer à danser, dont je voyais la capacité d'entraînement dans la société, comment il était possible de parvenir à ce que Michel Foucault appelle dans l'herméneutique du sujet le souci de soi. Parce qu'on avait commencé par des blessures et on est arrivé à des jeunes qui prenaient souci d'eux-mêmes, souci de leur allure, souci de leur santé. Et je voyais ici une grande part du processus d'individuation de la société algérienne, comment on parvenait à donner naissance à un individu autonome susceptible d'exiger des droits et des libertés. Et donc, je n'ai rien obtenu. Et ils sont tous partis danser en France parce qu'ils ont été récupérés par des troupes en France. Et je suis allée aux Beaux-Arts, donc enseigner la sémiologie visuelle, c'est-à-dire le sens des signes. J'ai pu à ce moment-là, en étant amie d'artistes et tout, voir y compris dans la peinture cette émergence du sujet individuel avec ses revendications singulières, particulières, qui ne se soumettaient pas. Alors on parlait d'espace public tout à l'heure, il faut savoir que la question de l'espace public suppose l'existence d'un espace privé. Or, dans nos pays, la grande question, c'est d'abord l'espace privé. N'est-ce qu'aime l'afin klit Ramadan ou la maklit Ramadan? Donc, on n'a pas d'espace privé. Comment oser parler d'espace privé comme opposition à l'espace public. Donc, comme opposition, donc les deux sont des lieux de revendication essentiels. Et je suis allée aux Beaux-Arts parce que j'avais cette conscience énorme que l'existence dans l'espace public supposait que des choses soient réglées au niveau des sujets individuels, dans leur rapport à eux-mêmes, dans leur souci de soi. Merci. Non, j'ai rien à ajouter. Évidemment, c'est l'individuation, évidemment, c'est... et puis, c'est la beauté aussi. Et ça, c'est quand même extrêmement important dans... Mais peut-être que j'essaierai de dire quelque chose que je viens de penser maintenant. C'est-à-dire que... Sans doute que quand on est dans des situations qui sont complètement bloquées, quand on se rend compte que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, que... Oui. Le public. Oui, on est filmé. Que, évidemment... et c'est pas seulement notre rapport au pouvoir dont il s'agit ici, c'est le rapport avec la société. Et ça, c'est cette société qui conforte d'ailleurs souvent les pouvoirs dans des décisions qui nous paraissent inacceptables et qui mettent en question tout ce qu'on a fait depuis 50 ans. Hein. Ça commence à être long maintenant, un demi-siècle quand même, hein, de réflexion, etc. Et on se rend compte que
sur nous s'est refermée la chape de... On va dire un mot qu'il faudrait avoir du temps d'expliquer, mais je le dis quand même. D'islamisme. Et je ne voudrais pas finir, parce que je pense que finir ce dialogue avec vous sans parler des femmes iraniennes. Et pourquoi? Parce que je pense que tout a été lancé, cet islam politique. Il a commencé avec Khomeini. Nous, je me souviens, tu dois t'en souvenir, Fatma, quand ils sont arrivés, on s'est inquiété. On s'est inquiété pour nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au XXe siècle, une république islamiste, ça nous paraissait tout à fait inattendu, inapproprié, incroyable. Peut-être que c'est une méconnaissance aussi du terrain sur lequel on était. Mais en tout cas, à l'époque, ça a été quand même une très grande surprise. Alors moi, je fais ce pari tout à fait utopique, mais il faut avoir des utopies pour avancer. C'est que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est un peu comme le mur de Berlin. Si ça tombe, on peut avoir des chances de respirer. Parce que si au fond, allez, moi je le dis, après vous pouvez ne pas le dire, on a échoué en quelque sorte. En quelque sorte. On n'a pas démérité. Mais on a échoué. Ce grand mouvement de femmes qu'on voulait soulever, voilà, franchement. Alors, mais pourquoi? C'est parce que sur nous s'est refermée cette chape d'abord de politique, de géopolitique. On est devenu un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, quand je vais... C'est un livre que j'ai écrit en 2009, quand je suis passée à Arte, au lieu de m'interroger sur mon dernier livre, qui mettait en cause les rapports entre la France et l'Algérie, non, on m'a interrogé sur le voile. Nous sommes identifiés à cette question. C'est-à-dire que ça s'est refermé sur nous, cette question. Elle s'est refermée sur nous. Et c'est ça qui nous a empêchés d'avancer. Parce que, tout à l'heure, on parlait de la condition des femmes en Algérie. Alors, on peut dire qu'il y a tout ce qui est positif, on est là pour dire qu'on est vivant, qu'il y a des choses qui se font, etc. Mais il y a de telles situations, non pas de discrimination, de déshumanisation. C'est ça qui me choque. C'est la déshumanisation que l'on peut lire à travers certaines situations contre les femmes. Et cette déshumanisation, elle vient vraiment de cette blessure de la loi qui ne veut pas reconnaître que les femmes sont des êtres humains à part entière. Et cette blessure de la loi, en tant que juriste, en tant que quelqu'un qui travaille avec la loi, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Tout à l'heure, quand j'ai dit que j'ai parlé du féminisme du Hirak, heureusement que tu as apporté une correction à ce que j'ai dit, mais je voudrais revenir à cette idée, et je pense que j'arrêterai là. Vous savez, pendant le Hirak, j'intervenais avec une phrase qui a beaucoup intrigué, c'est-à-dire que nous ne voulons pas exercer la tyrannie de l'égalité. Je vais vous expliquer. Ne me tirez pas à bout portant. Ne me lâchez pas. Il est évident que si en Algérie on prenait une loi sur l'égalité, il faudrait du temps pour l'appliquer. On voit bien en Europe alors. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce peuple qui a marché, et qui a marché surtout pour dire qui il était, mais qui n'a pas su dire ce qu'il voulait être. Parce que dans ce qu'il voulait être, il fallait que ça soit plus que la démocratie, qui est un mot creux partout, même en France, même le pays qui l'a inventé. Alors, un pays qui marche et qui n'arrive pas à dire qu'il veut que tous les êtres humains qui vivent dans son pays, dans son territoire, sont libres et égaux, c'est ça le projet. C'est ça le projet. Et c'est ça qu'on n'a pas pu dire. Et à cause des femmes. À cause des femmes. C'est-à-dire, quand la Révolution française adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme, combien de Français la comprennent? Combien?
à part les 2 ou 3 avocats qui l'ont rédigé, et d'une manière très abstraite d'ailleurs. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'a, dans la révolution tunisienne, mon analyse, hein, c'est que, au fond, cette jeunesse, elle n'a pas été, grillagée par des concepts et une idéologie. Nous sommes, moi j'avais 20 ans à l'indépendance. Voilà, c'est ça le problème. Nous étions tellement pris par une idéologie, même si on critiquait le nationalisme, on était tellement pris là-dedans. Les jeunes, on avait marre de ces discours. Ils voulaient être libres. La notion de liberté, nous n'avons pas su la mettre en œuvre dans nos pays, nous-mêmes, nous les féministes. La notion de liberté, pas libération, l'égalité, contre la discrimination, contre la violence. Tout ça, c'est des modalités. La liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Et cette jeunesse, avec son innocence, avec peut-être cette absence de formation politique, parce que alors là, il n'y a plus rien. Elle a cette notion de liberté. Et c'est ça qu'il faut retrouver, cette innocence devant la liberté, voilà, la demander. Or, si vous voulez, c'est toute une éducation de la population qu'il faut libérer, comme dit très bien Fatma, quand elle dit l'individuation, créer des individus. La démocratie ne peut passer que par des individus, pas sur des familles. C'est pas la famille qui fait la démocratie, c'est pas vrai. Et ça, c'est important. Et l'art est peut-être le moyen le plus efficace, non seulement pour créer la liberté de l'artiste, ce qui est déjà très très important, mais pour dire la liberté de tous qui ne peut pas être dite par tous. C'est-à-dire que quand je suis devant la culture, hein, la culture au sens large du terme, c'est la chose qui me permet d'être ce que je ne suis pas. Pas d'être ce que je suis. On se trompe sur la couscous. C'est pas le couscous, la culture. C'est d'être ce que je ne suis pas. Je rentre dans un musée, je vois, ou une pièce de théâtre, ou j'écoute une symphonie. Je suis différente. Et c'est une culture forte. Et nous devons créer notre culture, notre imaginaire. Pourquoi j'ai créé un centre d'art à Alger? C'est que il faut que nous ayons, nous aussi, notre matériel imaginaire. Nous sommes trop marqués par l'imaginaire occidental, au fond, d'une certaine manière. Et ça, c'est très important, que nous créions nous-mêmes nos images. Ces images qui vont nous porter vers la liberté. Et c'est pour ça que dans nos pays, la culture, l'art, toutes ces questions qui semblent tellement superflues et qui sont, quand on a un président un peu intelligent, il en fait un truc de propagande, je ne cite pas de nom, mais sinon c'est complètement nié, c'est rien du tout. Je vois, moi, j'ai des artistes aux ateliers qui sont, comme tu dis, de milieux extrêmement pauvres, extrêmement précaires. Et bien, il y en a un jour qui me dit « Personne ne me parle à la maison. Personne ne me parle. Je suis méprisée parce que je suis artiste. » Vous voyez? Donc, c'est un long travail et je pense que quand le Hirak s'est arrêté, alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il a échoué complètement. Pourquoi? Parce que, très, très singulièrement, il a boosté des énergies. Et surtout des énergies du côté des créateurs. Il y a une maison d'édition qui s'est créée, il y a des choses. C'est-à-dire, les vrais perdants, c'est ceux qui n'ont pas pu, justement, prendre dans le Hirak ce bain, ces vitamines, quoi. Voilà, parce que c'est ça, au fond. C'est comme si on a vu la lumière dans le Hirak. Et cette lumière, c'est ce qu'on cherche. Et cette lumière, on l'a vue. Et une fois qu'on l'a vue, elle est là. Et aujourd'hui, vous avez des artistes, des films, des choses qui se font à Alger. La société continue à être très vivante et très créative. Voilà. Merci. Revenir sur 3 questions fortes soulevées maintenant par Wassila. La première, c'est celle des images.
Je suis sociologue et j'ai un reste de marxisme qui considère que les images sont là quand elles en ont les conditions matérielles. Il en est de même des idéologies. Et j'ai pensé à un livre d'une sociologue turque extrêmement intéressant qui rend compte de l'évolution de l'islamisme dans nos pays et qui fait la démonstration qu'au fil des décennies, qu'on ne peut pas utiliser ce terme en le désinnervant socialement, c'est-à-dire en considérant qu'il représente une idéologie dégagée des conditions matérielles. Et quand on regarde les islamistes, qu'il s'agisse chez nous ou en Turquie, comme elle l'a fait dans une étude sur 10 ans, sur les militants de l'AKP, sur les entrepreneurs de l'AKP, elle a montré qu'au cours de ces décennies, les islamistes ont fini par avoir des intérêts, masalih, et que ces intérêts sont des intérêts matériels, que ces intérêts matériels les ont peu à peu conformés à des modes de vie, à des modes de consommation qui leur semblaient au démarrage haram, impossible, illicite. Et on l'a très bien vu en Algérie, avec jolie vue, des lieux de commerce informel où les islamistes faisaient florès et où en même temps ils ont créé une école avec l'Arabie Saoudite, qu'on a elle-même vu évoluer. On les a vus fêter la Saint-Valentin, on les a vus sortir avec des bûches le jour de l'an, peu à peu être absorbés par un marché, par des modes de consommation qui les ont transformés. Leurs femmes dans des 4x4 énormes, donc les choses ont changé. Il en est de même de la famille, par exemple. Les individus, mon dernier livre justement porte en sociologie de la famille sur l'émergence des formes nouvelles des familles au cours de l'histoire. Comment l'urbanisation, la salarisation, la scolarisation, le logement en appartement ont transformé les familles algériennes et loin de la grande famille élargie organisée autour du patriarche, on est arrivé à des familles dont je dis qu'elles ont perdu les ailes parce qu'il n'y a plus que les parents et les enfants dont on se sent responsable. Et tout cela sont des conditions permissives de l'émergence de l'individu à laquelle je faisais référence. C'est le premier point. Le rapport entre idéologie, image et les conditions concrètes des sujets. Le second point que je voudrais soulever, c'est celui de l'égalité. Alors, il se trouve que j'ai fait un livre qui s'appelle « Relire les Itifaqat ». Je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, il était très question de parité et qu'on avait adopté dans la Constitution algérienne le terme parité. Par définition, et en tant que militante, je suis méfiante. Et je considère, parce que j'appartiens aussi à une école décoloniale, que les termes ne prennent pas l'avion. Ils viennent pas comme ça ici, se mettre en œuvre chez nous, sans prendre des formes, des figures différentes. Et j'ai essayé de comprendre ce qu'était la parité telle qu'elle était introduite dans ma Constitution. Et en travaillant sur les conventions de la société ibadite qui s'appelle les Itifaqat, j'avais sorti ce livre parce que j'étais intéressée de savoir cette société qu'on présentait où les femmes seraient complètement recluses, exclues de tout, à quoi quelles étaient d'un point de vue institutionnel, parce que je m'intéresse particulièrement à la sociologie des institutions, puisque la famille est une institution et quel est l'horizon des femmes. Donc j'ai essayé de comprendre. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, l'islam, par la séparation des biens, par la non-mixité, par un certain nombre, en particulier porté à l'excès dans la société ibadite, l'existence de clercs au féminin, de clercs au masculin, l'existence de djma'a pour les femmes et pour les hommes. Tout cela, je me suis dit, la parité, ils peuvent nous la donner dans cette acception. Mais ce qui est fondamentalement subversif, c'est l'égalité avec son contenu de mixité. Et c'est pour ça que, pour ma part, je ne me battrai jamais pour la parité et que je suis militante en faveur de l'égalité.
Alors, il restait une troisième question, je l'ai déjà oubliée en cours de route, mais elle reviendra certainement. Je ne sais plus de quoi tu as parlé de la troisième question. Ah, la démocratie, c'est pas un mot creux. La démocratie, c'est pas un mot creux. Parce que pendant le Hirak, les Algériens et la jeunesse se sont battus autour de cette notion de démocratie. Et on a vu que tout ce qui était démocratie représentative, à chaque fois qu'on proposait au Hirak un représentant du Hirak, ça ne marchait pas. Et que peu à peu, dans les slogans apparaissaient des définitions de la démocratie qui étaient la démocratie participative. C'est-à-dire qu'il fallait trouver... Et il ne faut pas avoir peur de la penser. Il faut accepter de penser la démocratie à l'échelle de chez nous et s'interroger et s'inquiéter de ce que peut être la démocratie représentative, les formes institutionnelles qu'elle peut prendre chez nous, de sorte qu'elle puisse être vivante et s'inscrire dans la société. Donc je pense que précisément dans le Hirak, et il y a eu de nombreux articles à ce propos, de nombreux travaux à ce propos, le Hirak a travaillé la notion de démocratie en termes de démocratie représentative, démocratie participative. Voilà, je vous ai assez saoulé. Merci. Alors, juste avant de passer la parole au public, puisque Fatma a parlé de ses livres et de son dernier livre, j'aimerais Wassila te poser la question sur ton dernier livre, La tristesse intermure entre deux jardins. Pourquoi ce livre ? À cause du Covid. J'étais enfermée. Enfin, j'avais choisi le lieu où je devais être enfermée. J'étais enfermée. Et j'étais en train d'écrire un autre livre qui m'avait abandonnée. Et j'avais refusé à Odile Jacob d'écrire ce livre. Et je me disais, quand même, c'est bête. Parce que si j'avais accepté, au moins on serait deux et je serais obligée de travailler. Et elle me rappelle. Et là, dans ce livre, Michel Perrault, que vous connaissez évidemment, grande féministe, enfin, en tout cas, une grande historienne de l'histoire des femmes, je dirais, voilà, c'est plus précis. Engagée dans la guerre de décolonisation, oui, qui n'a pas été une militante féministe au sens, c'est ce qu'elle dit, en tout cas. Et donc, je vais vous dire d'ailleurs, parce que quand elle m'a appelée, on se connaissait, on s'était croisés plusieurs fois. Elle me dit, ah Wassila, je suis très contente, très contente. On va pouvoir, on parlera, comme ça on va faire un plan, la polygamie, le tout. Oh, j'ai dit, oulala, Michel, vous vous trompez de personne là. Moi, je ne parle pas de la polygamie, tout ça c'est des détails. Non, pas du tout. Mais dit de quoi on parle? Je dis, ben écoutez, on va bien voir. Envoyez-moi un mail et puis on verra. Et elle m'envoie, c'est par mail. Hein. Donc le premier message, c'est sur la guerre d'Algérie. Bah, j'ai dit alors, on y va. Et c'est comme ça que c'est un livre qui est en partie sur les rapports entre la France et l'Algérie. Et c'est un livre sur aussi un peu la condition de coloniser d'une certaine manière, à travers des personnes, à travers la langue, à travers toutes ces questions-là. Mais ce que je dirais, et ça peut-être que ça peut intéresser, c'est plus général, c'est que dans ce livre, j'ai fait une expérience étonnante de mon rapport avec le savoir français. Et ça, c'est passionnant. Parce que, en partant avec Michel Perrault, j'étais sûre qu'on allait s'entendre au quart de tour. Puisque, féministe, décoloniale, etc. Et là, vous vous rendez compte quand même que, quelle que soit la qualité du savoir, ce savoir est marqué par la vie de l'individu qui porte ce savoir. Et c'est-à-dire, en fait, ce qui est apparu dans ce livre, c'est plutôt la différence de vie, mais c'est en filigrane. Parce que tout ce qu'elle me disait, c'était ramené à, par exemple, la question sur le rapport Stora,
Ça a été vraiment le point, si vous voulez, on ne s'est pas entendu du tout. C'est elle qui est revenue à chaque fois. Hein, parce que elle partait, c'est un peu ma même conception du hirak d'ailleurs. Je crois qu'il y a des moments où il faut tout faire en même temps pour que ça marche. Et là, elle me présentait le rapport Stora comme un petit pas nécessaire et important. Et je dis pas du tout. Parce que la position de la France et de son président, c'est comme ça que je la vois, c'est de vider de son feu le rapport entre la France et l'Algérie, pensant qu'en le vidant de son feu, on va pouvoir le régler et le faire avancer. Or, moi, je raisonne en algérienne. Et je pense que quand j'ai vu tous ces gens dans la rue, vous savez, le 8 mars 2019, il y avait des évaluations dans toute l'Algérie, il y avait 20 millions de gens dans la rue. Dans toutes les villes algériennes, il y a eu un miracle, c'est-à-dire ils ont mélangé ensemble et le vendredi et le 8 mars, sans vraiment savoir, parce qu'après, quand on a essayé de développer, ça n'a pas marché. Mais ça a été spontanément 20 millions de gens dans la rue. Alors, quand même, en tant qu'Algérienne, avec l'expérience, avec le temps, je ne peux pas parler d'une expérience, mais au moins du temps où j'ai vécu en Algérie, 82 ans, je me dis, pourquoi? Mais comment il ne s'est rien passé? Qu'est-ce qui retient ce peuple dans une sidération vis-à-vis de la chose politique? Parce qu'il faut quand même bien se poser la question. Et c'est la question. Et moi, je pense que d'une certaine manière, c'est cette question de la colonisation qu'on n'arrive pas à dépasser. Le trauma colonial. Nous n'arrivons pas à écrire notre récit national parce que nous attendons qu'on désigne par le mot, pas un pardon de la France, on s'en fout. C'est impardonnable. Moi, je dis aux Français, c'est impardonnable. On ne peut pas vous pardonner, c'est impardonnable. Mais nous avons besoin, parce que ça, c'est une expérience que j'ai en traitant les traumatismes dans mon travail d'avocate d'abord, et surtout dans le travail que j'ai fait aux Nations Unies, quand j'ai fait par exemple le rapport sur le viol des femmes en Bosnie-Herzégovine, quand je me suis occupée d'inceste. J'ai compris que la meilleure manière de restaurer, de réparer, c'est de pouvoir désigner, de mettre un nom sur les choses. Tant qu'on n'aura pas mis un nom sur que le colonialisme, c'est un crime contre l'humanité, ou en tout cas, ça, on va rester bloqué. Vous allez me demander pourquoi, je ne saurais pas vous répondre. Mais c'est un sentiment que j'ai. Je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas vous expliquer les choses, mais il y a une sidération en Algérie qui... Vous avez peut-être vu ce film qui est formidable, qui s'appelle L'heure Algérie. Quelqu'un l'a vu? D'accord. L'heure Algérie. Ces gens qui ne savent pas dire même pas pourquoi ils se séparent, pourquoi ils ne vivent plus ensemble, pourquoi ils sont venus en France. Et quand vous prenez Omar Guetlatou, par exemple, Omar Guetlatou, il n'arrive pas à dire qu'il aime, il n'arrive pas à traverser la rue. Donc il y a une sidération de la subjectivité, une désubjectivisation par la colonisation, dont nous payons encore les prix, d'où la nécessité des images, etc. etc. On ne va pas recommencer. Voilà. Merci beaucoup. C'est au tour du public et comme j'ai dit, les questions sont bienvenues, mais aussi des témoignages. Khalil Gibran, exactement. Khalil Gibran. Et des témoignages, parce que la sororité et la solidarité féministe, elle est très importante aussi. Alors des expériences communes sont les bienvenues, des témoignages. Alors, attends, le micro, ça m'a... Si vous voulez bien vous présenter avant de... Merci beaucoup pour... Je m'appelle Hafida Chkir. مرحبا بك. Je me lève.
Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers amis. On dirait qu'on est venu pour faire le bilan de notre mouvement féministe en même temps que vous parliez. Et je me suis posé la question de savoir, nous qui avions des luttes communes, des solidarités communes aussi, des combats similaires, quand on travaille sur le mouvement féministe, c'est une question qui m'interpelle. Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on voit les activités, les débats, les discussions du mouvement féministe, ils sont toujours axés sur la question du droit? Et c'est une question qui m'a toujours interpellée parce que notre combat a commencé par la dénonciation du discours dominant dont Fatima tu as parlé, mais à travers le droit, à travers la contestation du droit qui est lui-même porteur de sacralité, porteur de discrimination et inégal. Alors c'est une question que je me pose, que je vous pose aujourd'hui pour l'occasion. Ce que je veux dire aussi, est-ce que en fait, parce que notre combat, c'est à la fois contre la manipulation ou l'utilisation de la religion comme moyen, comme fondement de la discrimination, de l'utilisation du droit comme également consécration de cette discrimination et des limites portées à la démocratie. C'est une première question. Mais une deuxième... tu vois, Fatima, quand tu dis « moi, je ne suis pas pour la parité, je suis pour l'égalité », je te dis aussi que la parité, c'est l'égalité. Notre combat pour la parité, ça a été un combat pour l'égalité. Et nous avons toujours défendu la parité parce que nous n'avons pas accepté qu'elle soit considérée comme étant une discrimination objective, mais plutôt comme la consécration de l'égalité dans les instances de prise de décision pour ce qui est de notre expérience en Tunisie. Également pour Wassila, il y a une question que tu as dit, la démocratie ne passe pas par la famille. Et je me demande s'il y avait des rapports égalitaires dans la famille. Est-ce que ce n'est pas un premier pas vers la consécration de l'égalité sociale? Merci beaucoup, pour ne pas être longue. Alors, Madame Souad, et après vous. Et puis Madame Sané. S'il y a des jeunes qui veulent parler, vous les faites passer avant. Non, pour moi, tout le monde est kiff-kiff. Tout le monde est kiff-kiff. Ok. Fatma, tu veux un papier? Bonjour tout le monde. Merci pour ce très beau débat. Et merci à Fatima et à Wassila de nous faire revenir aux fondamentaux du féminisme, aux différents concepts, définitions et acceptations. Et féminisme et politique, c'est l'une des acceptations, je crois, des féministes maghrébines. En tout cas, nous savons, nous en Tunisie, c'était dès les premières années de la naissance du mouvement. Et la mise... c'est-à-dire la mise en exergue des questions des libertés dans les termes politiques. Je pense que l'acceptation féminisme et politique a eu des acceptations un peu différenciées dans le mouvement. Et très souvent, l'accent est mis sur le politique des libertés individuelles, des libertés publiques. C'était dominant dans notre... Et c'est la question du droit, comme le dit Hafida, et c'est lié. Alors, les libertés, est-ce qu'on peut en fait les dissocier de tout ce qui est socio-économique, de tout ce qui est social? Et les contraintes viennent de là. Et la déconstruction était très développée au niveau justement du droit, des libertés individuelles, des libertés publiques. Mais je pense que, je parle du mouvement maghrébin, des femmes, des mouvements féministes, on n'a pas été
on n'a pas développé l'acceptation féminisme et politique par rapport aux autres questions qui sont éminemment politiques, les politiques publiques, sociales et économiques. Et c'est, comme je vous dis, c'est très très lié. Et c'est là où vient au secours justement le concept de genre. Et c'est justement, je voudrais parler de cette question qui est problématique. Chez nous aussi en Tunisie, et j'ai toutes les féministes de notre génération, le genre revient comme ça, comme dit Wassil, il y a comme ça d'un coup. Bon. Moi, je voudrais lier justement cette acceptation dont je t'ai parlé et les limites restrictives au niveau des libertés individuelles et publiques. Et le genre je le vois plutôt comme un outil précieux, plus qu'une définition. En tout cas, je crois que nous savons toutes et tous que la meilleure traduction en français, c'est les rapports sociaux de sexe. Ouais, donc, on se retrouve. C'est les rapports sociaux de sexe. Pourquoi je dis que c'est un outil précieux, plus qu'un concept et définition? Parce que c'est le genre qui vient au secours pour déconstruire justement les rapports de sexe au niveau socio et économique. Et là, je prends pour illustration justement la question du chômage, la question économique. Alors que l'égalité de droit au travail, ne serait-ce qu'en Tunisie, ça fait 60 ans qu'elle est inscrite ou plus dans nos droits, dans la Constitution et la plupart des pays. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on a? On a le double, le taux de chômage féminin est le double de celui des hommes, notamment pour les femmes diplômées, les compétences. Les diplômés représentent les 2/3, voire 70% parmi les femmes, 70%, alors qu'elles sont la moitié à avoir des demandes d'emploi acceptées, leur chômage. C'est quelque chose d'incroyable. Bon, alors ça, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de déconstruction au niveau des structures sociales et économiques. Et donc, moi, je le vois comme un outil qui vient au secours. Parce que là, faire une analyse de genre, adopter le genre pour faire des analyses sociales, des analyses économiques qui mettent en exergue les différenciations de genre. Donc, moi, je place les choses dans cette vision, dans cette problématique. Il est donc au cœur de la déconstruction comme source. Bon, pour le reste, j'étais très contente. Et alors, voilà, merci beaucoup aussi d'avoir appelé, justement, pour le collectif. Et tu avais dit qu'on interpellait le pouvoir, mais on interpellait aussi la société. Parce qu'on pouvait, je pense. Voilà, je vous remercie. Alors, oui, les deux personnes là, après ici. C'est pour moi, hein, c'est ça? Oui, vous et vous. Ensuite, on vient de ce côté-là. Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu difficile, en fait, de parler quand je vois la photo de Rosa Luxembourg là en face de moi. J'ai peur de dire des bêtises, mais du coup, je vais me retourner vers Fatma. Alors, d'abord, je vous remercie vraiment pour la qualité de ce débat. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir assister à ça. C'est vrai que le champ, quand même, l'espace des espaces d'expression comme cela, ça nous manque drastiquement à Alger et en Algérie en général. Et du coup, je me sens chanceuse de participer à cette rencontre. Et surtout, je suis très, très soulagée, mais vraiment, c'est comme une bouffée d'oxygène d'entendre enfin une figure du féminisme africain et notamment du monde arabe parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tracasse depuis très, très longtemps, mais duquel nous n'avons jamais finalement osé parler. Et c'est bien l'ONGisation des mouvements de résistance en général, parce que ça ne concerne pas, il faut le dire, que le mouvement des femmes. Ça concerne également tous les autres mouvements de la société civile. Mais bien sûr, on parle des mouvements de femmes parce que c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est un sujet crucial, en fait. Aujourd'hui, on assiste
à la dépolitisation totale de ce combat. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, autant que jeune féministe. Parce que vous avez eu de la chance de lutter, mais vraiment de voir le féminisme simplement comme une lutte, comme un combat, parce que c'est ce qu'il est. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que ce combat est transformé en programme. Un programme qui altère complètement la conscience publique et qui nous fait qu'éloigner de notre lutte, finalement, pour l'égalité. Aujourd'hui, le féminisme, avec son ONGisation, est finalement c'est finalement des projets qui sont soumis à des TDR, à des termes de référence, à des échéances et à des comptes rendus. Mais moi, ma question, c'est pas... Oui, il s'agissait surtout de vous remercier pour pouvoir, en fait, débattre avec la salle, parce que nous sommes tous ici parce qu'on est intéressés par... Et je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui n'a pas soit constaté ce phénomène, ou alors... On ne peut pas rester, se pose la question, on ne peut pas rester simplement, comment dirais-je, on ne peut pas ignorer et on ne peut pas fermer les yeux et faire comme si ça n'existe pas. Mais moi, la question, enfin, ce qui me tracasse, c'est surtout, moi j'ai envie de comprendre pourquoi on n'en a jamais parlé. De qui nous avons peur finalement? Est-ce que nous avons peur de ces ONG-là qui font des programmes, mais qui ne sont justement pas du tout à fait contre ce que vous disiez tout à l'heure, le décolonial, parce que ça ne prend absolument pas en compte notre contexte. C'est simplement des concepts qu'on essaye de jeter dans les sociétés et de financer et de faire des rencontres comme celle-ci pour les expliquer, pour les jeter dans la société et ensuite pour leur exiger d'aller exécuter ces programmes-là, parce qu'il faut savoir aussi qu'ils n'ont absolument aucune redevabilité vis-à-vis de leurs bénéficiaires, entre guillemets, mais ils ont de la redevabilité plutôt vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds. De quoi et de qui avions-nous peur autant que femmes et féministes pour n'en parler qu'aujourd'hui, alors que c'est un phénomène qui perdure depuis très longtemps. Et il y a Islah Jed d'ailleurs qui a écrit un livre super intéressant qui est sorti en 2010. Islah Jed, du coup, c'est une féministe aussi palestinienne et qui s'appelle l'ONGisation des mouvements des femmes arabes. Et ben, on n'en parle pas, malheureusement. On n'en parle pas. Et du coup, je voulais vous remercier simplement pour ça. Et je voulais revenir aussi à une réflexion que vous avez faite tout à l'heure en disant que les mouvements des femmes en Algérie ou ailleurs ont fait beaucoup de plaidoyer. On fait beaucoup de plaidoyer et on est obligé de faire du plaidoyer et de dire qu'au final, on est utile, on est forte et il faut nous accepter. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Ces institutions ou ces politiciens auprès de qui on fait du plaidoyer, ce sont au final nos adversaires politiques. C'est à nous de mener nos politiques. Ce n'est pas à eux. Il ne s'agit pas du tout, mais absolument pas de nous faire accepter. Mais on doit simplement s'imposer par notre politique qui est la politique du féminisme. Merci. Alors, Madame Sané. Alors, la salle se vide, il vaut mieux... Très rapidement, alors, Imchia, c'est bon. Très rapidement, d'abord, je voudrais remercier Wassila et Fatouma. On est toujours très, très heureuse de vous rencontrer toutes les deux. Vous êtes des lumières pour nous, vraiment. Wow. L'amitié, l'affection, l'amitié, l'affection, et puis voilà, des choses en partage fondamentales, je crois. Bien, alors très rapidement, sur un certain nombre de questions que j'ai marquées, je vais mettre mes lunettes. Excusez ma voix un peu cassée. Ah. Non, je ne peux pas. Je suis obligée. Alors, sur la question de la transmission, je voulais dire à Wassila en particulier qu'après la tristesse, la présentation de La tristesse est un mur entre deux jardins qu'on a eu dans la salle 32 bis, 32 bis, qui est tenue par Camille, qui est tenue par des jeunes qui sont dans la subversion totale, qui sont dans l'indépendance, la liberté totale. Eh bien, après, j'ai eu énormément de demandes pour la transmission. Peut-être qu'effectivement, on a échoué quelque part, qu'on n'a pas... Mais il y a un besoin de transmission. Elles ne connaissent pas l'histoire du féminisme, ne connaissent pas l'histoire des femmes et voudraient la connaître tant qu'il y a des femmes qui pourraient témoigner. Et vraiment, il y a une demande sérieuse.
sérieuse. Venez nous raconter ce qu'a fait Wassila, venez nous raconter vos combats. Et donc, c'est juste pour dire cela. La deuxième chose, c'est à propos du projet politique féministe. Alors, qu'est-ce que, pour moi, et donc je soumets à votre appréciation, pour moi, le projet, quand je dis que le féminisme est un projet politique, c'est-à-dire qu'ensemble, on va construire les moyens collectifs du changement social. Que les gens soient des féministes de manière individuelle parce qu'ils ont de la sympathie ou qu'ils portent les valeurs d'égalité, ils ont un élan féministe. Mais ce n'est pas le féminisme en tant que projet politique. Ce qui m'intéresse dans le projet politique, c'est avec toi, Wassila, avec toi, Fatima, c'est de construire les moyens collectifs du changement social. Si on ne le fait pas, ce n'est plus le projet. Voilà le premier élément. Le deuxième élément du projet politique, c'est que ce que j'ai appris dans mon association, donc l'association tunisienne des femmes démocrates, mon expérience, comme dit Wassila, qui n'est absolument pas une vérité, qui est mon expérience, mon vécu, ma manière de vivre les choses. Il me semble qu'on a toujours lié la question démocratique à la question de la liberté et de l'égalité. Et je continue à persister et à croire qu'on ne peut pas, pour les femmes de nos pays et du monde entier, s'il n'y a pas les conditions de la démocratie, s'il n'y a pas les conditions, quand je dis de la démocratie, le sens plein du terme, donc s'il n'y a pas les conditions de la démocratie, comment voulez-vous que le principe d'égalité, la parité qui est un instrument, je reviendrai là-dessus, soit réalisé? Et donc, j'ai toujours peur que la question féministe soit transformée et réduite à ce que moi j'appelle le management du féminisme. C'est du management, c'est pas de la politique. Nous, on fait de la politique pour transformer les choses. Et on ne la transforme pas pour nous, parce qu'on a le sens de l'intérêt général. Je n'ai jamais vu dire une féministe « Heda haqi ». Les féministes disent « Heda haqna ». C'est notre combat, notre projet, nos droits. Donc, très rapidement, sur cette question, voilà 2 éléments que je soumets à votre appréciation. Pour l'ONGisation de la société, je suis désolée, j'ai un point de vue complètement différent de vous. Je me demande pourquoi on incrimine nos sociétés, les sociétés du Sud, ONGisation. Jamais je n'ai entendu parler de ce terme pour les sociétés occidentales. C'est quoi ça ? C'est quoi? Je suis désolée de croire que les choses prennent l'avion comme ça. Les choses se transforment. Elles ne prennent pas l'avion et les choses se transforment. Et donc l'ONGisation de nos sociétés sur lesquelles ont travaillé beaucoup de gens, qu'est-ce qui empêche les personnes qui n'aiment pas l'ONGisation des sociétés de faire leurs projets? S'il y a ONGisation, c'est-à-dire des ONG internationales qui dictent leurs agendas, d'abord c'est de croire que les gens sont uniquement transparents et qu'on peut les commander comme ça, ce qui est une insulte quand même pour ceux qui militent dans leur pays et qui le payent cher. Souvent, parce qu'ils ont fait une ONGisation, ça n'est pas évident. Dans nos pays, c'est pas évident de faire une association. Et donc, c'est une manière de cacher aussi. À mon avis, c'est pas vous, bien sûr. Si, ce sont des associations. On reviendra. Objectifs. On reviendra sur la question. Et donc, l'ONGisation de ces sociétés, dont on a eu, nous, un débat chez les femmes démocrates, au moment où il fallait se constituer en association. Et on s'est divisé. Et on a eu beaucoup de débats très enrichissants. Est-ce qu'on fait une association, on ne fait pas, etc. Donc, je pense que le problème de nos pays, c'est que quand on parle d'ONGisation, bien sûr, il y a une réalité de ces... Mais en même temps, on cache il y a quelque chose qu'on ne dit pas quand on dit ONGisation, c'est la faillite de nos États. C'est la faillite de nos États sur ces questions-là. Quelle est dans nos sociétés, en quoi les citoyens sont aidés, même par des cadres, voilà. Là, très très rapidement, l'autre question. Pardon. Ça se vide, c'est bête. Oui, ça me fait. Enfin, ouais.
Si tu veux, ça fait rien. Il y aura juste une deuxième partie de questions. Alors, on va répondre à 3 questions, là, en essayant de raccourcir les réponses. Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, si tu permets, je commencerai par Fatma. Voilà. Concernant alors, le féminisme est un projet politique, oui, bien, évidemment. Mais ce que je voulais essayer de dire, c'est que le féminisme est une pensée politique. Parce que c'est elle qui déconstruit la famille, etc., etc. Et pour répondre à Hafida, quand je parlais de démocratie et famille, je trouve malheureux que dans les pays méditerranéens, et chez nous, c'est une caricature, mais on trouve la même chose dans le sud de l'Italie, etc., c'est qu'au lieu de créer la politique, c'est pour créer un citoyen de la ville, on crée de la politique comme on crée des familles. Alors le Liban, c'est par exemple l'extrême. Et quand je disais que la démocratie, c'est un truc creux, évidemment, pas dans nos espoirs, mais en réalité, comment elle est présentée dans nos pays, il n'y a pas les conditions. Je ne sais plus qui disait que... j'ai oublié son nom maintenant. Il disait la démocratie, c'est le chemin à la démocratie. Parce que la démocratie, on ne peut pas la déclarer, il faut la fabriquer, il faut la faire. Et c'est les conditions de la démocratie qui sont difficiles à mettre en place. L'élection, ce n'est pas une condition unique à la démocratie. Il n'y a pas mieux, c'est comme le mariage, on n'a pas inventé mieux, mais voilà. Mais la démocratie représentative, c'est ce qu'on a dans un pays comme l'Algérie, la participative, ça me semble assez compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que... Alors, maintenant, pour les questions de l'ONG... Comment vous dites ? L'ONG. Alors, l'ONGisation, il faut savoir qu'en Europe, on n'en parle pas, parce que c'est payé par les gouvernements eux-mêmes, d'accord. Tandis que nous, c'est payé par les autres gouvernements. Alors, ça commence à être... Et on ne peut pas faire une action... Ce n'est pas moi qui vais te dire ça. Tout est politique, évidemment. Et moi, quand j'étais aux Nations Unies, je me suis souvent insurgée contre cette... par exemple, j'étais même montrée du doigt parce qu'on me disait, mais vous avez une approche élitiste. Pourquoi ? Parce que je n'invitais que des gens qui avaient des ONG, des féministes, des femmes engagées. Eux, ils voulaient faire du tricot, ils voulaient faire des trucs comme ça. J'ai dit, mais c'est pas à nous à définir c'est à elles à définir. Alors, si on ne passe pas par les féministes, si on ne passe pas par les experts de ces pays-là, ce n'est pas la peine de faire... voilà. Et je vous assure qu'il y a une tendance aux Nations Unies, parce que j'ai eu beaucoup à faire... J'espère qu'il n'y a personne dans la salle qui est des pays nordiques, mais j'ai vraiment eu beaucoup de problèmes. Les pays nordiques, comme ils ont réussi leur truc, ils disent, mais pourquoi vous réfléchissez ? Vous n'avez qu'à faire comme nous. Mais je suis désolée. Mais nous, on a envie d'échouer. Je ne sais pas qui c'est qui disait la vertu de l'échec. La vertu de l'échec, c'est de nous faire avancer. Si on doit copier, prendre un modèle et le faire comme ça ne va pas marcher d'abord. Ça va pas marcher. Voilà. La chose que... alors, féminisme et politique, Soad, ce n'est pas le thème féminisme et politique. Je pense que pourquoi la pensée féministe est subversive, et elle ne peut être subversive que si elle est politique. Parce que, je suis d'accord avec vous, c'est social, économique, etc. Je vais prendre juste une minute pour vous expliquer. Aux Nations Unies, regardez, aux Nations Unies, le jour où ils ont décidé de sortir la question des femmes de la Commission des droits de l'homme. Regardez comment ça s'est passé. Une fois, quand on a commencé à parler des femmes, ils ont sorti la question des femmes de la Commission des droits de l'homme. Ils ont créé une commission des femmes, une direction des femmes. C'est pas le CIDO encore. Hein. Et ils l'ont mise en Autriche. Comment s'appelle la capitale ? À Vienne, dans le secteur social et économique des Nations Unies. Dans le charity business. Oui, c'est devenu ça. Et en tout cas, ils l'ont enlevé de là où ça se passait. Là où ça se passait. Et donc, on est devenu une question sociale et économique. Il faut dire que nos pays, c'est une formule qui leur plaisait.
Parce que, allez, l'éducation, la formation, on va faire des usines pour les femmes. Là, ils étaient à fond la caisse, ça marchait. Mais dès l'instant où vous posez la question du respect, de la dignité, de la liberté des femmes, mais ça met en jeu une culture, toute une culture. Et il ne faut pas savoir que ça va passer comme ça. C'est toute une culture qui est mise en jeu. Et ce n'est pas seulement l'égalité, parce que à la conférence de Pékin, de Mexico, qui est la première conférence des femmes, qui a été créée grâce à la sœur du Shah d'Iran, qui a donné 5 millions de dollars aux Nations Unies. On a réuni tous les pays du monde, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous parler de la division, et vous allez comprendre des choses. Les pays occidentaux, eux, ils étaient pour la liberté. Les pays soviétiques, eux, ils étaient pour les... Non, ils étaient pour l'économie. Ils étaient pour l'économie. Et non, ils étaient pour la paix. Pour la paix. Et les pays comme nous, ils étaient tous pour l'économie. Parce qu'ils passent leur temps à dire qu'ils s'occupent de notre économie, et ils ne s'occupent pas de notre économie, ça c'est évident. Mais ils passent leur temps à dire, oui, on va donner aux femmes le travail, on va leur donner. Et le problème, c'est que si on ne résout pas la première question, qui est comment est-ce que je pourrais dire? Non, pas l'autonomie. Parce que une femme qui travaille, j'ai fait des études là-dessus quand j'étais à l'UNESCO. Dès que la jeune fille travaille, à qui elle donne l'argent? Dans une famille, on a fait une étude sur des secrétaires marocaines. La femme, elle utilise pour la nourriture et pour... Attendez, le symbole, la symbolique. La nourriture et les vêtements des enfants. C'est-à-dire les choses qui disparaissent. Et le mari, il achète la télévision et la voiture. Et la maison. Non, la maison, c'est encore une autre question. Mais je vais vous dire, parce que la question des rapports entre les femmes et les hommes, c'est beaucoup plus compliqué qu'on veut le réduire. Parce que une femme, il y a le rapport sexuel, la sexualité. Je ne parle pas du rapport de sexe, je parle de la sexualité. La sexualité, elle répond aussi à des critères. C'est-à-dire que quand on a fait une étude aux États-Unis pour savoir qu'est-ce qui était la virilité de l'homme, c'était en 1998. La virilité, c'était qu'il pouvait apporter de l'argent à la maison. C'est ça la virilité. Et une femme ne pouvait être amoureuse que d'un homme qui pouvait acheter la télévision et la voiture. Et le dire à ses copines. Donc il faut que ça se voie. Alors c'est beaucoup plus compliqué que l'on pense. Vraiment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est tout un travail. Pour ça que l'art, c'est important et tout est important. Mais la question... Oui, je vais m'arrêter. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir parce que c'est des petites choses qui sont fondamentales. Il faut quand même qu'on comprenne pourquoi on n'arrive pas à faire avancer les choses. Hein. Parce que c'est ça, au fond, le but de l'opération. On a encore à peu près 10 minutes, donc tu vas répondre. On va prendre encore 3 questions et on va clore. Il y a 2 questions qui m'importent. La première, c'est celle de Hafeda. Bien évidemment, nous avons commencé à nous battre sur le terrain du droit. Nous continuons à nous battre sur la question du droit parce que nous considérons que le droit, c'est l'expression d'un rapport de force à l'échelle de la société. Il édicte des normes, des règles, des conduites. Ce qui me permet d'aboutir à la question suivante. J'ai dit tout à l'heure à propos de démocratie qu'il fallait à tout prix que nous engagions un débat sur cette question-là, parce que avec la question du droit, c'est une question qui touche à l'institutionnalisation du réel et à l'état des institutions chez nous. Ce que nous pouvons observer, pas seulement chez nous, mais à l'échelle presque, je dirais, mondiale, c'est actuellement une dérégulation du fait du capital financier, qui est une atteinte aux institutions, au bénéfice de sociétés de réseau, au bénéfice de collisions d'intérêts, et du coup, les institutions nous apparaissent comme illégitimes et ne conservent plus
qu'une légalité. Et là, je rejoins la question du droit. Comment interroger les institutions entre l'égalité et les institutions telles qu'elles sont érigées dans la société et qu'elles fixent, qu'elles décrètent des normes, des règles de conduite, des comportements et qui sont garanties par leur caractère légal. Mais le caractère ultime d'une institution, c'est tout de même sa légitimité dans la société. Et nous, le combat féministe, je considère qu'il interroge et qu'il pose de front cette question de la légitimité sociale des institutions, y compris de la famille, y compris des institutions politiques. Merci. Alors, oui, mais quand vous dites c'est un instrument, du coup, vous avez admis qu'on ne peut pas les mettre sur le même registre. Et que notre combat, il a pour finalité l'égalité. Seulement, je vais vous raconter une anecdote. Il y a toujours des anecdotes savoureuses pour illustrer les choix qu'on peut avoir en matière de politique. J'enseigne à l'université de Bouzaréa. Mais à présent, je suis à la retraite. Un jour, je sors de mon cours, je tombe sur mes amies femmes de l'université, du campus, qui montent toutes dans des voitures pour partir, pour quitter le campus. Et ça faisait vraiment un mouvement. Alors, je les interroge, je leur dis, mais où vous allez comme ça, toutes comme ça? Elles me disent, il y a Cheikh Al-Ghazali qui vient faire une conférence à la mosquée. Il y a tous les islamistes, c'est au début des années 90, tous les islamistes qui vont monter. Donc, c'est Fawza fil Jamia, ça va être terrible. Et moi, je leur ai dit, mais comment vous leur laissez la fac? Alors à quoi on sert si on leur laisse la fac et on s'en va? C'est quand même notre lieu. Elles m'ont dit, non, 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 si tu veux rester, reste. Moi, on part. Elles sont toutes parties, je me suis retrouvée seule. Et il y a des moments dans la vie où on a un ressort qui saute, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et je prends la route de la mosquée. Et je vois mes collègues hommes qui allaient dans la même direction, traverser de l'autre côté, personne ne s'approche de moi. J'arrive devant la mosquée, j'attends pour rentrer, j'attends l'imam Al-Ghazali. Effectivement, il y avait une foule de jeunes hommes et tout. Et ces jeunes hommes, ils viennent vers... Il y en a un qui vient, qui me dit « Oustadha, nahtarmouk, na'arfouk, nti ya Oustadha Siddiq, darastina, بصح نقول لك درنا قاعة للنساء خاص للنساء بالفيديو. أنا قلت له ما نتحركش. قال لي كيفاش؟ احترام ليك. جو دي نو 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 نو، انا استاذه في هذه الجامعه، ما فيش قاعه اللي ما ندخلش فيها. دونك المحاضره في هذه القاعه انا ندخل في هذه القاعه. Ils attendent. Ils m'envoient les étudiantes. Ah, أستاذة، احنا نحبوك، احنا هي معنا، داروا لنا قاعة خاصة بالفيديو. قلت لهم اسمعوا، داروا لكم قاعة خاصة معناتها خارجينكم من الجامعة. اليوم يديروا قاعة خاصة للنساء، قاعة خاصة للرجال، غدوة يقولوا لك ما نديروا جامعة للنساء، جامعة للرجال، بعد غدوة يقولوا لك ما كفاناش فلوس باش نبنيو جامعة جديدة للنساء. دونك ايه جئتي يديروا جامعه غير للرجال وتقعدوا خارج الجامعه، هذا ما يصير. لا 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 استاذه، يحترمونا كثير. جي دي بون. Après, je me retrouve, la porte s'ouvre, je ne peux pas vous dire, je me retrouve plongée portée par la foule au centre de la mosquée, et en 2 secondes, tout le monde, ils auraient pu me planter le couteau qu'ils voulaient. En 2 secondes, j'étais entourée d'un vide et la voix dans les micros. J'ai dit, ما نخرج.
Je suis restée. J'ai rien compris à la conférence de l'imam Al-Ghazali. Mais je suis restée pendant toute la conférence de l'imam Al-Ghazali. Je sors, les filles arrivent en larmes. Oustadha, عندك الحق, le vidéo ما مشاتش. Je leur ai dit, c'est simple, vous avez compris? Ils m'ont dit, أستاذة من فضلك احنا عندنا درس معك كل نهار 3 يجينا الساعة من قبل وشرحينا قانون العائلة. Et je l'ai fait pendant 1 année. Donc moi, la parité où on te dit tu es égal parmi tes pairs, parce que c'est le sens étymologique du terme, Kaina Enna. Mais comparaison n'est pas raison. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de parité sans féminisme. C'est ça le problème. Sinon, c'est comment on l'appelait avant. Mais eux, ils te l'ont donné. Ils te l'ont donné dans la Constitution. Comment on l'appelait quand on mettait des chiffres? Ils vont te la donner, le nom m'échappe. Les quotas. Il ne faut pas confondre le quota et la parité. Voilà. Quota, parité, égalité. Égalité. Vous voyez, chez nous, en Algérie, nous sommes radicaux. On est radicaux. Elle demande la parole. Les petits pas, on ne connaît pas. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, une toute dernière intervention parce qu'il n'y a plus d'espace malheureusement. Une toute dernière, c'est tout. Voilà, allez-y. Après le mot de la fin de. Après il y a un homme, il faut. Je suis désolée. Je suis désolée. Merci. Rachida Neifer. Rachida Neifer, une des filles de Tahar el-Haddad, comme on en nommait à l'époque, comme toi aussi. Bon, alors, et merci Fatma, parce que vraiment, tu m'as donné une belle transition aux remarques que je voulais faire. Et ces remarques ont été finalement provoquées par une phrase qui a été dite par Madame Wassila Tamzali. Elle a dit « nous avons échoué ». Bon. Hein? Oui. Alors moi, je dis « nous n'avons pas échoué, mais nous avons depuis perdu beaucoup d'illusions ». C'est très différent. C'est très différent. Nous avons perdu beaucoup d'illusions. Tout d'abord, première illusion, c'est qu'on ne n'est pas féministe, on le devient. Parce qu'au début, tout le monde, parce qu'on était femme, on était féministe. Non. On ne n'est pas féministe, on le devient. Ça, moi, je l'ai appris dans le cadre du mouvement. Deuxième illusion, que le féminisme n'est pas une idéologie. C'est le contraire de l'idéologie. Et ce que vient de dire Fatma, justement, ce caractère subversif, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement politique subversif où il ne l'est pas. Et tous les raccourcis, genre féminisme d'État, je ne sais pas quoi, les lois pour finalement gagner du temps, au contraire, ça peut nous faire perdre beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, je pense que les raccourcis. Aussi, le féminisme est avant tout culturel. Et au club de Al-Haddad, ça a commencé par être un mouvement culturel. Et c'est lorsque le droit s'est emparé et est devenu finalement, le droit, au lieu d'être l'outil, le moyen, est devenu l'essence même des revendications féministes, que c'est à ce moment-là que nous avons commencé à régresser. Le féminisme aussi ne souffre pas, ne veut pas de frontières. Notre féminisme était maghrébin, il était méditerranéen, il était universel. Africain, tout à fait. On était là. D'ailleurs, Fatma pour nous, c'est une fille de Tahar el-Haddad. Et comme nous aussi, on fait partie du réseau Shahrazad. Donc, le féminisme ne veut pas de frontières. Et c'est lorsque les frontières ont commencé à être érigées, et le tournant, je pense que c'était la guerre de l'Irak. C'était le grand tournant. On a commencé par nous fermer les frontières vis-à-vis de l'Europe. Par la suite, les frontières entre nos pays. Et donc, ces frontières-là ont fait qu'il y a eu un appauvrissement de la pensée féministe. Un appauvrissement de la pensée féministe. Et donc, à cette communication à l'ordre horizontal,
est venue une communication d'ordre vertical, alors c'est devenu, le féminisme, il est devenu accroché aux ONG, et c'est ce que justement on appelle l'ONGisation. Et donc c'est à partir de là. Donc on a perdu ces rapports horizontaux. À la place de ces rapports horizontaux, c'est installé des rapports verticaux. Je te donne l'argent, tu organises selon mon agenda. Et alors maintenant, j'en arrive à la grande question, et je profite de votre présence, à vous, de grandes dames qui ont eu un parcours féministe très important et dans la salle. Alors, quel féminisme aujourd'hui? Et je vous rappelle que c'est la question à laquelle on s'est arrêté en 85 au club d'Ahad el-Haddad, au dernier symposium maghrébin. Quel féminisme pour le Maghreb? Alors aujourd'hui aussi, je dis, quel féminisme et dans ce contexte de déficit démocratique, quel féminisme dans ce contexte de déficit démocratique dans nos pays et dans le monde? C'est la question. Merci. Alors, je rebondis pour leur proposer le mot de la fin. Quel féminisme et aussi l'avenir du mouvement féministe. Le mot de la fin, donc vous pouvez même dire une seule phrase pour clôturer. Le féminisme maghrébin, il sera ce qu'on se mobilisera pour faire. Il ne peut pas nous échapper. Il a existé, il peut continuer d'exister. Et pour ça, je pense que c'est à nous à organiser, à reprendre le dialogue, à reprendre la réflexion, comme nous l'avons mené pendant un grand nombre d'années. C'est vrai que les espaces se sont rétrécis. C'est vrai que Tahar Haddad, c'était un espace enchanté, animé par une dame qui avait une valeur, une qualité démocratique immense et qui nous a offert cet espace-là. Bon, et voici là un espace à Alger. Donc, venez. Il nous faut recréer des espaces, des lieux enchantés dans lesquels la réflexion reprendra, parce qu'aujourd'hui nous avons de nouveaux enjeux, nous avons de nouvelles questions qui nous agitent, sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais il faut accepter de débattre. Le genre, la parité, l'ONGisation, ce sont des questions de stratégie forte. Et moi, contrairement à Wassila, je ne pense pas que nous ayons échoué. Quand je vois des Hiya, quand je vois Intissar qui sont là dans la salle, quand je vois les jeunes féministes tunisiennes, quand je vois tout ça, je dis... Demain est un autre jour. Ok, Fatma, écoute, franchement, je vais pas. Alors, d'abord. Allez, corrige-toi. Non, je me corrige pas. Non, je me corrige pas. Parce que quand je me promène à Alger et qu'il y a 99 de femmes qui sont voilées, tu m'excuseras. C'est un échec. Écoute. Après, qu'est-ce que ça veut pas dire que j'ai pas gardé? Moi, j'ai pas perdu mes illusions. Vous voyez, je les ai gardées. Je continue tous les matins, elle me permet de rêver. Mais je vais vous dire, vous avez dit quel féminisme? Alors, Fatma, elle a répondu toujours de façon intelligente, je vais vous répondre d'une façon un peu provocative. Le féminisme, c'est comme l'amour. Si vous dites je l'aime beaucoup, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Le féminisme, si vous mettez féminisme politique, féminisme décolonial, féminisme truc, ça veut dire qu'il n'y a pas de féminisme. Féminisme, c'est une pensée globale. Et c'est une pensée politique. Je pense que après c'est à nous à nous organiser. Voilà. Si vous voulez venir à Alger, j'ai un grand local. Venez. Marhaba. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci beaucoup à Fatma et Wassila pour leur générosité. Et les livres sont disponibles. Si vous voulez vous en procurer, adressez-vous à ma collègue Habiba et ramenez-les pour être signés. Merci beaucoup Wassila et Fatma pour votre générosité. Merci beaucoup.